Souvent, quand je parle à des personnes, voilà, tu fais quoi? Tu vends de l'or? Ah ouais, mais moi j'ai pas 10 000 € à investir. Ça reste quand même un produit qui va être accessible au plus grand nombre, malgré l'idée un peu fausse qu'on se fait, Donc on peut investir à partir de combien dans de l'or physique? 100 euros. 100 €. Ouais. Sur une période, grosso modo, de 10 ans en général, historiquement, l'or s'apprécie de 6% par an. J'ai littéralement, toutes les semaines, plusieurs clients qui me disent c'est trop haut, j'attends la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ils reviennent vers moi en me disant zut, j'aurais dû acheter la semaine d'avant. Banque centrale, institution, pays, finalement, achètent de l'or en quantité. On l'a vu avec les BRICS pendant plus de 10 ans. Ça montre que c'est une valeur refuge, une valeur de protection. Bienvenue dans Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour bien investir son argent, faire fructifier son épargne et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler d'une classe d'actifs majeure, l'or. On va aussi parler d'autres métaux précieux. Donc on va voir quels sont les atouts d'investir dans de l'or. Est-ce que c'est une valeur refuge? Quelle est la différence entre investir dans l'or et des actifs productifs comme des actions? Quelle place réserver à l'or dans son patrimoine? On va parler de tout ça, on va aussi parler des risques, des frais. Et pour en parler, je suis avec Geoffroy Fischer, qui est responsable grand compte chez Gold Avenue. Bonjour Geoffroy. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter aussi Gold Avenue? Bien sûr. Donc Geoffroy Fischer, 40 ans, responsable grand compte chez Gold Avenue. Gold Avenue, c'est une société qui agit en ligne, qui vend de l'or, des métaux précieux, donc argent, platine, palladium, aux investisseurs privés et aussi aux petites et moyennes sociétés. Et donc on rend vraiment l'or accessible de manière facile, transparente, mais sécurisée à tous ces investisseurs. On fait partie aussi de MKS Palm Group, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'or. On est vraiment une société qui est internationale, même si on reste une société suisse et familiale. MKS, c'est, tu me disais en off tout à l'heure, un des plus grands raffineurs d'or au monde. Exact. Donc en fait, si tu veux, dans le groupe, l'avantage, c'est que tu es verticalement depuis le raffinage jusqu'à la vente, le stockage, on verra ça après. La raffinerie se situe au Tessin, dans la partie suisse-italienne. Et il y a 3 grandes raffineries qui se situent dans cette région. Et il y a à peu près 50% de l'or mondial qui est raffiné là. Rentrons dans le vif du sujet. Et déjà, peut-être première question, pourquoi l'or fascine depuis des siècles et quels sont les atouts finalement d'un investissement dans l'or? Alors je pense que l'or fascine déjà de par sa couleur, sa brillance. C'est un produit qui, autre que l'investissement, peut aussi être une source de richesse. Montrer qu'on a de l'or, on le voit sur les bijoux notamment, c'est quelque chose d'assez commun. Mais ça reste aussi un produit d'investissement très très intéressant, notamment l'or physique, ce que nous on propose comme type de métaux. Et donc du coup, ça reste quand même un produit qui va être accessible au plus grand nombre, malgré l'idée un peu fausse qu'on se fait. Souvent quand je parle à des personnes, voilà, tu fais quoi? Tu vends de l'or? Ah ouais, mais moi j'ai pas 10 000 € à investir. C'est un peu une idée reçue. Donc on peut investir à partir de combien dans de l'or physique? 100 euros. 100 €. Ouais, à partir de 100 euros. Et même si on part sur de l'argent, on peut investir à partir d'une trentaine d'euros. Ok. Donc c'est accessible. Quels sont les autres atouts, selon toi, de l'investissement dans de l'or? Donc c'est un actif qui est tangible, qui est liquide et qui nous appartient. Donc ça, c'est vraiment un gros atout. C'est un peu, je le compare un peu faussement à acquérir une maison finalement, parce que lorsqu'on achète une maison, peu importe la valeur de la maison, on a les murs, ils nous appartiennent, on vit dedans. L'or, c'est pareil. C'est un actif qu'on va acheter, qui va nous appartenir et qui ne va pas être adossé à un système, typiquement un système bancaire. C'est vraiment un actif qui nous appartient directement. Donc ça, c'est un gros avantage. Ok, ouais. Et c'est là où il y en a qui ont peur du système, ont peur de... Mm. Ou parfois même, ça peut dériver sur des catastrophistes, etc., Bien sûr. qui apprécient aussi l'or pour cet atout-là. Autre atout, peut-être atout de diversification dans un patrimoine équilibré. Tu disais aussi, atout de diversification peut-être, c'est relativement décorrélé avec d'autres actifs. Typiquement, c'est le cours. Donc, on peut suivre le cours de l'or tous les jours. Et ce cours-là, il peut être décorrélé du marché action si vous Exact. avez des actions par ailleurs. Donc ça permet de jouer sur la décorrélation et donc d'avoir une vraie diversification. Tu disais que c'était liquide. Est-ce que l'or physique, c'est très liquide? En combien de temps je peux revendre mon or physique? Alors, typiquement, je prends l'exemple de Gold Avenue. En quelques clics, tu peux revendre directement sur le marché. L'argent arrive en portefeuille
et tu peux demander le retrait vers ton compte bancaire. Après, c'est des délais bancaires standards, 2, 3, 4, 5 jours ouvrés maximum. Et donc, du coup, ça reste liquide. Et pour une valeur refuge qui te permet de, justement, que tu disais, de te baquer sur d'autres actifs. On parlait des actions, on peut parler du Bitcoin, des actifs beaucoup plus volatiles. L'or, c'est plus un investissement à long terme, je dirais. C'est quelque chose qu'on va possiblement détenir toute sa vie, peut-être pour même donner en héritage à ses enfants. Donc ça va vraiment s'inscrire dans le temps et peut-être prendre un peu moins de risques, avoir un rendement qui va être peut-être moins important à court terme, mais le but final, c'est vraiment de le garder sur du moyen, long, voire très long terme. Exactement. Alors, je te rejoins carrément sur le placement et l'horizon de temps à avoir. Quelles sont les performances historiques de l'or? Alors, on peut prendre différentes périodes. 30 ans, on est à 730%. Sur 10 ans, on est à 170%. 85% sur 5 ans. Donc, finalement, c'est des super performances. On se dit souvent, zut, j'aurais dû acheter de l'or il y a quelques années déjà. Mais on voit que ça continue de performer. Et sur une période, grosso modo, de 10 ans en général, historiquement, l'or s'apprécie de 6% par an en moyenne. Bien sûr, il y a des phases de baisse, comme sur tous les actifs. On n'est pas sur des hausses continues, on n'est pas sur des pics incroyables, mais on voit que sur le long terme, voire le très long terme, on est sur un actif qui s'apprécie énormément et qui en plus garde sa valeur. Donc ça protège de l'inflation. Il y a vraiment plein d'avantages par rapport à tous ces risques géopolitiques, monétaires, financiers. On l'a vu récemment avec les tarifs qui ont été imposés. Il y a beaucoup de personnes qui vont acheter de l'or pour se baquer justement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On rappelle évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Exact. Et donc, performance un petit peu historique autour de 6% par an. C'est vrai que contrairement aux actions, c'est un actif qui n'est pas productif dans le sens où une action, par exemple, va produire des bénéfices et il y a une partie de ces bénéfices qui reviennent aux propriétaires de la société et les propriétaires étant les actionnaires. Eh bien, l'investissement en action, il y a une création de valeur sous-jacente. Qu'est-ce qui crée finalement pour l'or cette appréciation au cours du temps? Alors, je pense que justement, le fait qu'il y ait différents éléments ou événements qui se produisent dans le monde font que l'or reste une valeur qui conserve justement sa valeur sur le temps. C'est intéressant de comparer ça justement à d'autres actifs parce que finalement, lorsqu'on achète de l'or, notamment de l'or physique, on va, je pense, en parler tout à l'heure, il y a des primes à prendre en compte, il y a certains coûts qui sont liés, mais au final, il n'y a pas de dividendes chaque année. Par contre, je connais très peu de personnes qui ont acheté de l'or, qui l'ont gardé pendant un certain temps et qui n'ont pas tiré de bénéfices lorsqu'ils l'ont vendu. Comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va continuer de monter autant, mais historiquement, c'est ce qui se passe. Effectivement, on va dire sur les 10-15 dernières années, il y a eu, même les 20 dernières années, il y a eu une sacrée remontée de l'or. On a connu dans les années 80-90 plutôt là, une stagnation du cours de l'or. Donc c'est aussi pour ça que c'est un actif qui doit être tenu à long terme. C'est qu'il peut y avoir des périodes. Et d'ailleurs, c'est la transition. Je voulais maintenant parler des risques un petit peu. Et potentiellement des frais, enfin de tout ce qu'il faut savoir aussi, des pièges potentiellement avant d'investir dans de l'or. Ça peut être un piège, hein, c'est sur 5 ans, ça peut ne pas avoir créé de la valeur, donc attention à garder l'or sur le long terme, comme on le disait. Selon toi, quels sont les risques principaux sur l'investissement en or? Le risque, ça va être de faire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu le bon ami qui dit « Ah, il faut acheter ça, va là, prends », et toi, tu regardes pas, tu y vas, tu fonces, tête baissée, et après, tu te rends compte que peut-être qu'il fallait un peu faire de la recherche. Donc, le but aussi, c'est pour nous d'éduquer les clients, de leur expliquer les différents risques. Et donc, les premiers risques, ça va être de bien choisir ces plateformes d'achat, que ce soit des boutiques physiques qui ont pignon sur rue ou des sites en ligne comme le nôtre. Il faut vraiment être dans un acteur majeur, je pense, et reconnu par le milieu. Donc, on a la LBMA, qui régit un peu ce cadre, qui met justement des règles. Donc typiquement, qui va certifier des raffineries, certifier des lingots pour qu'on achète de l'or qui ait une traçabilité,
qu'on n'achète pas n'importe quoi finalement. Donc quand je dis un peu certifié, pour vraiment expliquer, rentrer un peu dans le détail, ça va être même jusqu'au niveau des mines, être sûr que l'or provient d'une origine où il n'y a pas de travail d'enfant, où il n'y a pas de cyanure qui va être utilisé, où il n'y a pas de groupes armés qui vont détenir des mines. C'est un peu des risques qu'on peut avoir avec de l'or qui va circuler et qui n'est pas certifié. Donc l'avantage de venir dans ce genre de société certifiée, c'est qu'on va éviter tous ces risques-là. Typiquement, on peut trouver de l'or moins cher même que le prix du marché, mais c'est une très mauvaise idée parce qu'après, pour le revendre, nous, typiquement, on ne le rachète pas. Si l'or n'est pas certifié, bonne chance pour le revendre. Donc, c'est là où il y a un vrai risque, en plus d'un risque que les lingots ne soient pas à 999,9, donc 99,99% d'or. On peut descendre jusque 900, ça reste de l'or d'investissement, donc du 90%, mais on peut très bien se retrouver avec des barres qui sont soi-disant 99,9, mais qui se retrouvent avec d'autres métaux à la place, et finalement, on se retrouve avec pas d'or du tout. Ouais, où la valeur n'est pas du tout la même. Exact, donc ça, c'est un gros risque. Ok. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Ça, vous le voyez souvent, des gens qui viennent vers vous et qui veulent vous vendre de l'or pas certifié? Moi, personnellement, oui, puisque comme je suis responsable grand compte, j'ai des gros clients qui viennent me trouver, certains de très bonne foi, qui disent, ben voilà, j'ai acheté de l'or, j'ai trouvé un bon placement à faire, j'ai investi et je souhaiterais le revendre. Malheureusement, si c'est de l'or qui n'est pas certifié, nous, on ne va pas le racheter. Okay, ouais. Et justement, la personne essaye d'aller dans différentes sociétés et se trouve face à des murs parce que personne ne va lui racheter son or. Aussi pour le risque, parce que quand nous, on va racheter de l'or, on va le fondre. Et donc, du coup, on va se rendre compte s'il y a vraiment que de l'or dedans ou s'il y a d'autres métaux, par exemple. Donc ça, c'était le risque d'acheter de l'or non certifié ou frelaté, ou je ne sais pas comment on dit. Ok, donc ça, c'est un risque que j'ignorais, tu vois. Je n'avais même pas imaginé ça. Rapidement aussi, risque à court terme, évidemment, le cours de l'or est quand même relativement volatile. Bien sûr. Tu disais peut-être moins volatile que certains actifs comme le Bitcoin ou des cryptos, mais reste volatile et peut varier très rapidement sur le court terme. Donc ça aussi, peut-être faire attention à ça, évidemment. Bien sûr. Alors, avant de parler des frais, juste, je voulais évoquer aussi que la fiscalité, en tout cas en France, est différente sur l'or, contrairement à un investissement, par exemple, en action. Là, on a une fiscalité, donc j'ai vu une taxe sur les métaux précieux, 11,5%. Exact. Sur la somme vendue et pas sur la plus-value. Et sinon, on peut aussi opter pour une fiscalité sur la plus-value, 36,2%, avec un abattement de 5% par an dès la 3e année. Donc exonéré au bout de 22 ans. Exact. Comme ça, on est assez exhaustif sur le sujet. Et du coup, bon, voilà, compter quand même sur aussi une fiscalité, évidemment, bien sûr, comme bien tout sûr. investissement d'ailleurs, sur la plus-value ou 11,5 sur la somme vendue. Est-ce que tu voyais d'autres risques juste sur l'or et des choses à savoir, peut-être des pièges à éviter aussi? Oui, je pense des pièges à éviter, ça va être typiquement quand on va aller dans des boutiques, il faut bien regarder le cours de l'or. Donc typiquement, la boutique peut vous dire, bah voilà, nous on va parler des frais, on va vous mettre tant et tant de pourcentage de frais. Ça peut des fois paraître bas parce qu'ils en prennent déjà sur le cours de l'or, par exemple. Donc il y a vraiment des choses différentes, en sachant qu'il n'y a pas de cours d'or établi. Il n'y a pas un cours d'or qui est officiel. Ça va être des sociétés comme la nôtre, typiquement, qui est ce qu'on appelle des market makers. Donc, il y a de telles quantités d'or qui sont bougées que c'est ce qui fait que le prix bouge. Donc, chaque société peut avoir son prix. Le prix ne va pas varier beaucoup puisque il y a un fixing de l'or qui est fait 2 fois par jour à Londres. Et donc, le cours de l'or va se baser sur ça. Et ça va être à quel prix maximum on va vendre et à quel prix minimum on va acheter. Donc ça va être un peu du trading qui se fait. Et donc il faut vraiment faire attention déjà au cours de l'or. Ensuite, au niveau des frais, on va toujours avoir des frais à l'achat. C'est-à-dire qu'on ne va jamais acheter de l'or en dessous du prix du marché. Très rarement, en tout cas, je dis jamais, ça peut arriver dans certaines circonstances, mais en général, c'est un peu une mauvaise idée. Il y a toujours des raisons derrière qui sont un peu dangereuses, on va dire. Maintenant, il y a des frais à l'achat. Les frais vont constituer les coûts de production, les coûts de financement de métal, de financement du stockage, etc. Donc ça, c'est en attendant que le produit soit vendu. Et après, on va avoir notre marge qui va se mettre dessus. Donc ça, c'est ce qui permet à la société de vivre finalement. N'importe quelle société, que ce soit la nôtre, une société qui a pignon sur rue, etc.
À partir de là, on va se poser la question, il va falloir stocker cet or. Donc là, on touche déjà sur un autre sujet avec d'autres frais. On peut stocker chez soi. Techniquement, il n'y a pas de frais, mais en fait, il faudrait logiquement prévenir son assurance qui va augmenter la prime d'assurance. Donc, on va avoir des frais à ce niveau-là, plus le risque qui va être quand même élevé. Est-ce qu'on prend un coffre? Ça engendre des frais aussi. Sinon, il y a les coffres en banque. Les coffres en banque, il faut rajouter une assurance la plupart du temps. On peut avoir des coffres jusqu'à un certain niveau, mais le métal reste en banque. Ensuite, il y a les coffres privés, donc comme nous on fait. Typiquement, on a cette solution de stockage qui permet de stocker l'or dans les coffres. L'or appartient à l'acheteur. Il est hors de nos bilans, hors du système bancaire. Donc du coup, là, on a un vrai actif tangible, physique, qui nous appartient. Avec des frais. Donc bon, sur Gold Avenue, typiquement, c'est gratuit jusqu'à 10 000. Jusqu'à 100 000 euros, on est à 8 euros par mois. Donc c'est très très peu cher en termes de coût. Et au-delà de 100 000 euros, on est à 0,5% sur la valeur métal, qui est les standards bas du marché. Donc c'est des coûts à prendre en compte finalement. Et le dernier coût, ça va être le coût de revente. Parce que tu détiens de l'or, tu as acheté à un certain prix, mais toi, la valeur que tu as en portefeuille, c'est la valeur du métal. Cette valeur va augmenter ou diminuer au fur et à mesure. Donc, admettons, on prend un cas précis, tu achètes de l'or à 2%, par exemple, de frais. Donc, tu as perdu 2%. Il faut que l'or monte de plus de 2% pour que tu sois en bénéfice. Les frais justement d'entrée moyens, c'est ça, c'est le standard, c'est 2%? Ça va dépendre du produit que tu vas acheter. Sur 1 kg, nous, on est à peu près à 0,90. Sur 1 gramme, on va être à 15%. Okay. Donc, ça va vraiment dépendre du produit. Pourquoi? Parce que le processus de fabrication va être différent, le type de produit va être différent et du coup, les frais vont se répercuter sur la marge directement. Donc, en fait, à partir de là, je reprends mon exemple, si l'or monte de 2%, tu es en bénéfice. Tu te dis, c'est bien, je vais vendre, je suis en bénéfice. Sauf que à la revente, on va te prendre des commissions. Donc, typiquement, une boutique qui a pignon sur rue va prendre une commission, il faut bien qu'elle vive. Donc, elle va te dire, on va prendre 4, 5, 10%, 20% selon les métaux, selon les produits que tu vas leur revendre. Donc, ça veut dire que, admettons, ils prennent 4%, il faut déjà que l'or monte de 6% pour que tu sois en bénéfice, plus éventuellement les frais de stockage. Donc, c'est des choses à toujours prendre en compte. C'est pour ça que nous, chez Gold Avenue, on a développé cette solution où on prend 0% de frais à la revente. Donc, c'est important, en fait, quand on va investir dans l'or, de bien comprendre et de bien faire le calcul sur l'ensemble des frais. Frais d'achat, frais de stockage, frais à la revente. Donc, effectivement, si tu achètes pour moins de 10 000 euros, tu vas avoir des frais entre 3-4% sur ces produits-là. Tu vas avoir du stockage gratuit et pas de frais à la revente. Donc là, l'offre, elle est vraiment intéressante. Si derrière, tu as des frais à la revente, il faut les prendre en compte dans le calcul total. D'accord ? Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas que le prix d'achat qui rentre en ligne de compte. Alors, tu disais justement que les frais à l'achat sont différents en fonction du produit. Quels sont les produits sur quoi on peut investir quand on veut acheter de l'or physique? Alors, tu vas avoir... Là, je te parle d'or physique, donc les barres, les lingots, les pièces. Donc, ça va être plusieurs produits différents. Tu peux avoir des barres moulées, des barres frappées. Donc, la différence avec le moulage, c'est tout simplement l'or qui est fondu, mis dans un moule. La barre ressort un peu brute. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait authentique. Maintenant, tu peux avoir des barres frappées qui vont être magnifiques, qui vont être finies au laser. C'est une finition impeccable. C'est vraiment un produit, presque un bijou. C'est très, très beau. Tu vas avoir des pièces qui vont soit avoir une valeur historique, les fameux louis d'or. Tout le monde connaît en France un peu les louis d'or, les Napoléons, ces pièces-là, qui ont une histoire, qui ont vécu, qui ont été en circulation, donc qui ne sont pas dans un état parfait non plus, mais qui gardent une valeur en termes d'investissement. Ensuite, tu as des pièces d'or qui vont être neuves. Donc, ces pièces-là vont avoir peut-être moins de valeur. C'est un autre marché, c'est un marché numismatique où tu vas jouer sur l'état de la pièce, ce genre de choses. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on va vraiment jouer sur tout ce qui est valeur d'investissement pur. Donc, le poids, grosso modo. Okay. D'accord ? Mais tu vas avoir différentes valeurs par rapport à différentes pièces. Donc, peu importe le produit que tu vas choisir, ça reste un produit d'investissement et il y a vraiment différentes raisons pour choisir les différents produits.
Typiquement, un investisseur qui veut maximiser son investissement, il va essayer de prendre le produit le plus lourd possible parce qu'il va coûter le moins cher, justement, en termes de frais. Proportionnellement, c'est ce qui va se passer. Après, il y a une histoire de flexibilité. Est-ce que tu préfères acheter 1 kilo, j'arrondis, je grossis vraiment exprès, à 100 000 euros, ou est-ce que tu veux acheter 10 fois 100 grammes à 10 000 euros? Ça va vraiment dépendre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend de la personne. Là, l'ordre de grandeur est juste, hein, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, à peu oui. près ça, J'essaye 100 000 euros, d'arrondir, voilà, ouais, pour faciliter le calcul. Mais Et une pièce, c'est 20 grammes, non? alors, ça va dépendre. Ouais. Il va y avoir des pièces d'un peu tous les poids. Les Napoléons, c'est Alors, les Napoléons, on va être sur du 20 grammes. On va être sur, on peut monter jusque l'once selon les pièces. Ok. Donc, l'once, c'est 31,10 en grammage. Donc, on va vraiment avoir une grande gamme de produits qui va permettre de choisir entre les poids, entre les pièces. Je te donne des exemples un peu sympas. Un Américain va rarement acheter une pièce canadienne. Tu vois, parce qu'il y a aussi un patriotisme qui rentre en ligne de compte, même si la pièce canadienne va être moins chère. Après, tu as des raisons fiscales. Un Britannique va acheter des pièces qu'on appelle les Britannia, donc les pièces Queen Elizabeth, King Charles et tout ça, parce qu'il n'y a pas d'imposition sur ces pièces-là au Royaume-Uni. Bien sûr qu'on peut aller simplement dans l'investissement d'or, prendre un peu n'importe quel produit, laisser sur le long terme, on ne peut pas trop se tromper. Mais c'est quand même important d'avoir un vrai plan et de se dire, voilà, mon investissement correspond à ma vision de la chose, combien de temps je veux garder l'or, combien j'ai d'enfants. Si j'ai 3 enfants, ça peut être intéressant de prendre 3 fois le même produit pour la répartition par la suite. Tu vois, tout ce genre de dialogue, en fait, peut être amené. Et après, tu as la diversification dans d'autres métaux qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que tu vas prendre de l'argent qui est un peu plus volatile que l'or, qui coûte beaucoup moins cher, donc qui va te permettre de compléter un portefeuille? Et encore une fois, un peu comme dans les actions, quand tu vas aller dans le marché des actions, tu ne vas pas que acheter une action. Tu vas acheter plusieurs actions. Là, c'est pareil. Dans l'or, tu ne vas pas que acheter un produit. Tu peux acheter plusieurs produits et tu peux diversifier dans j'ai le silver en tête, dans de l'argent, du platine, du palladium. Ok. Tu vois, donc tu as vraiment une grande gamme de produits et pour ne pas se tromper, il faut des conseils. Et du coup, quel est l'intérêt finalement d'aller sur ce genre d'autres métaux finalement si l'or reste quand même le là du marché dans l'univers des métaux précieux? Alors, comme je viens de le dire, pour diversifier. Donc, typiquement, tu vas prendre un peu plus de risques sur l'argent. J'ai des clients qui croient vraiment très fort en l'argent. Il y a aussi ce qu'on appelle le ratio or-argent, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est un indicateur. Comme tout type d'indicateur, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, mais ce n'est pas une réalité, c'est pas une vérité définie. Certains investisseurs vont dire quand ce ratio est trop haut, ça veut dire que l'argent est sous-évalué, donc l'argent va augmenter. Donc j'achète de l'argent. Platine, palladium, ce sont des métaux qui sont industriels. Ils sont utilisés dans l'industrie, ils vont encore l'être probablement dans le futur. Donc il y a un autre aspect à prendre en ligne de compte. Et donc ça reste un métal précieux, mais qui a d'autres valeurs à d'autres endroits. Donc c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a vraiment de quoi faire à tous les prix et pour tout type d'investisseurs. Ce que j'aime bien dans les constructions de portefeuille en général, c'est les personnes prennent une majorité d'or, vont compléter avec de l'argent, presque jusque 20 à 30% parfois, et vont encore compléter avec du platine palladium à 5% de chaque. Ça peut être une construction assez logique que je retrouve régulièrement. Pour ceux qui investissent en crypto, il y a clairement un parallèle aussi avec le Bitcoin, qui est souvent la majeure partie du portefeuille crypto, et donc qui serait l'or. Et puis les autres donc les altcoins, Ethereum, etc., qu'on pourrait faire côté métaux précieux, c'est plus l'argent. Ouais, si on veut vulgariser, on prend Bitcoin, c'est l'or, l'Ethereum, ça va être l'argent, et si on prend Solana ou d'autres petites valeurs en crypto, ça va être, ça va être du platine et du palladium, par exemple. Donc effectivement, tu vas pouvoir... Alors, c'est pas, le parallèle peut être fait grossièrement, mais c'est pas une réalité. Mais pour expliquer, oui, c'est un peu ça. Ouais. Pour vulgariser. On reparlera d'ailleurs des cryptos après. On verra un petit peu la différence par exemple Bitcoin, or. Avant ça, tant qu'on est sur comment investir dans l'or, il y a aussi l'or papier. Ceux qui nous écoutent connaissent beaucoup les ETF. Donc typiquement, on peut aussi avoir un ETF, alors c'est pas vraiment un ETF, ça sera plutôt un ETC, mais peu importe, ça fonctionne pareil. Et là, on peut avoir effectivement un ETC qui s'achète assez facilement dans un compte titre, par exemple,
avec pas de frais d'entrée, des frais de gestion à 0,25%. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet or papier finalement? Là, on n'achète pas de l'or physique, on Ouais, achète bien une sûr. ligne sur son compte titre. Alors, je pense que, pareil, c'est une diversification qu'on peut avoir dans le sens où l'ETF va permettre, enfin l'ETF or ou le TC or va permettre de peut-être plus spéculer, plus faire de trading. On peut le garder sur du long terme, bien sûr. Moi, personnellement, je préfère rester dans l'or physique par rapport à l'or papier. Pourquoi ? Parce que l'or papier, comme tu l'as dit, il peut y avoir un backing à 100% par de l'or physique, mais on passe par un intermédiaire. Il peut y avoir une créance qui va être générée. Donc, en fait, on a un titre de créance, un peu comme quand on laisse l'argent à la banque. L'argent ne nous appartient plus, la banque a une créance envers nous. Donc, c'est important de comprendre ça et de mesurer le risque. Parce que finalement, je pense qu'on parlait des risques un peu d'investir dans l'or. Investir dans ce type d'actifs, donc dans de l'or papier, le risque va être de bien vérifier que la société soit en capacité de rembourser un jour s'il y a un souci et que le détenteur de l'or est bien de l'or, est bien de l'or certifié, puisse aussi être en capacité de rembourser le jour où. Je pense que si toutes les personnes qui détiennent un ETF or le sortent, ça risque de poser un problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas s'il y a vraiment tout qui est backé à 100% derrière. Si tous nos clients sortent leur or physique, ils récupèrent tous leur or physique. On ne joue pas avec, on ne spécule pas, on ne va pas la réinvestir autre part. Donc, ça va vraiment dépendre. Encore une fois, je ne critique pas d'autres actifs. Moi-même, je vais investir dans plusieurs catégories d'actifs. L'or physique, ça reste du physique. Ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que ça reste une valeur refuge, une valeur qui est tangible, qui nous appartient réellement. Il n'y a pas d'émetteur derrière, il n'y a pas de système, si tu veux, derrière ça. C'est vraiment en direct avec la raffinerie. Tu achètes et nous, finalement, une fois qu'on vend, on devient une solution de stockage. L'or est hors de nos bilans, il ne nous appartient plus, il appartient vraiment qu'aux clients. D'ailleurs, je suis curieux, mais si je suis client, imaginons, j'ai beaucoup d'or chez vous, je peux venir le voir? Alors, le stocké? voir directement, non, Ouais. parce que imagine-toi, avec plus de 100 000 utilisateurs, Ouais. si ils viennent tous voir leur or, on arrive sur un vrai problème de sécurité, je pense. C'est sûr. Surtout qu'il est stocké dans la raffinerie. Donc, c'est vraiment une question de sécurité principalement. Et d'ailleurs, question sécurité, j'achète de l'or, je veux le stocker chez moi. Comment vous me l'envoyez? Alors, nous, on te l'envoie par la poste. Ok. Alors, pas par la poste classique, mais on va utiliser des transporteurs. Tout est anonymisé, c'est-à-dire que le colis n'est pas jaune avec marqué Gold dessus. Il n'y a même pas marqué Gold Avenue. Voilà, ouais. On essaie vraiment d'être le plus pas caché, mais le plus sécurisé possible, tout en ayant une assurance qui couvre la valeur complète du colis, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau-là, mais effectivement, tu peux te faire livrer directement, tu peux stocker et te faire livrer à n'importe quel moment. Pas tout ce que tu achètes. Tu peux vraiment décider de faire livrer une partie, vendre une partie, racheter qu'une partie, etc. Donc, il y a tout qui est accessible. C'est vraiment une offre qu'on essaie de faire globale pour permettre aux clients d'avoir vraiment toutes les options disponibles. Alors, l'or a une histoire très longue et je crois que d'ailleurs qu'il y a une étude qui a montré que si depuis l'Empire romain on avait conservé de l'or, aujourd'hui on aurait conservé aussi notre pouvoir d'achat au fil du temps. Quand même assez incroyable. Concernant l'histoire aussi, je voulais venir par exemple on sait qu'il y a eu historiquement par exemple aux États-Unis dans les années 30, il y a l'or qui a été interdit et même saisi. Ouais. Années 45 en France, l'or a été aussi interdit. Est-ce que tu penses qu'un jour la France ou un autre pays pourrait aussi interdire, voire saisir l'or? Est-ce que tu penses que c'est possible encore aujourd'hui? Moi, je pense pas. Mais si on m'avait dit qu'on serait bloqué quelques mois à la maison sans pouvoir sortir il y a quelques années, j'aurais pas cru non plus. Donc, je pense qu'il faut toujours se protéger de certaines choses. J'ai des clients qui sont ce qu'on appelle dans le jargon des doomsdayers, donc des personnes qui pensent que le pire va arriver. Donc, eux préfèrent se faire livrer l'or chez eux directement à domicile pour le conserver. Donc là, on va plus partir sur des pièces parce que c'est un peu plus liquide, plus facile à revendre. Si tu as 1 kilo d'or chez toi, c'est pas très gros, mais en termes de taille, par contre, en termes de valeur, c'est quand même important. Donc ça va être beaucoup plus difficile à revendre. Donc on est vraiment sur différents types de comportements. Personnellement, je pense pas qu'on puisse rebloquer l'or des personnes. Maintenant,
peut-être que demain ça va arriver et que je vais me planter complètement, mais j'ai envie de croire quand même dans un minimum de systèmes stables qui permettent aux gens d'investir et de conserver leur valeur. Oui, c'est sûr que si ça arrive un jour, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses par ailleurs qui n'iront plus. C'est ce que je dis toujours, en fait. Avant de penser à ça, je pense que tout un système va s'écrouler et il va y avoir d'autres priorités que de penser à ce genre de choses. Mais effectivement, il faut quand même le garder dans un coin de sa tête. Alors, Gold Avenue, ça appartient à la maison mère MKS, tu disais. Et donc, parmi les clients donc, de votre maison mère, il y a des banques centrales. Parce que des banques centrales achètent de l'or. Pourquoi les banques centrales aujourd'hui, donc la Banque centrale européenne, les États-Unis, même la Banque centrale chinoise, pourquoi elles achètent de l'or et elles stockent de l'or? Eh ben, pour les mêmes raisons que nous, typiquement en tant que client, pour se prémunir d'éventuels risques géopolitiques, monétaires, pour se couvrir, pour se baquer à ce niveau-là. 80% des banques centrales pensent que les réserves des banques centrales vont encore augmenter. Banque centrale, institutions, pays, finalement, achètent de l'or en quantité. On l'a vu avec les BRICS pendant plus de 10 ans, qui ont acheté des grosses quantités d'or. Ça montre que c'est une valeur refuge, une valeur de protection, notamment de l'or physique, pour ce cas-là. Et finalement, les clients regardent ce que font les banques centrales. Et comme les banques centrales le font pour les mêmes raisons que les clients, c'est pour ça que beaucoup de personnes, ou de plus en plus, viennent dans l'or actuellement. Et je crois que c'est autour de 20% de l'or extrait depuis le début qui appartient aujourd'hui aux banques centrales. Justement, l'or, d'où vient-il? Est-ce que tu peux expliquer, depuis le début qu'on extrait l'or, du coup, on a une certaine quantité d'or et on l'utilise toujours et on en extrait d'autres. Mhm. Donc, d'où ça vient et finalement à quoi ça sert l'or aussi, à part pour ceux qui stockent, donc les banques centrales, mais aussi les particuliers qui investissent dans de l'or. Donc l'or, en fait, va provenir principalement de la terre, des mines. Donc on trouve des mines un peu partout. Chine, c'est là où il y en a le plus. Donc Chine, continent nord-américain, Canada, États-Unis. Il va y en avoir en Afrique, en Australie, au Brésil. Voilà, il y a plein d'endroits, on en trouve même en Europe. On peut en visiter une en Suisse d'ailleurs, c'est assez sympa. Mais là, on parle d'anciennes mines. On parle vraiment de la mine où tu allais avec la petite pioche, tu suivais le petit fil blanc qui allait, et puis tu creusais tes galeries et t'extrayais les pépites d'or. Donc maintenant, tu as plus des mines à ciel ouvert avec des grandes excavatrices qui vont prendre ça. Tu as aussi de l'or recyclé, qui correspond à près à 30% si je ne me trompe pas. C'est quand même intéressant de voir. Et il y a une vidéo qui est sympa sur YouTube qui a été faite dans notre raffinerie où tu vois un peu le principe de fonte de l'or et de raffinage. Donc on se rend compte qu'il y a plein d'origines. Et finalement, après, c'est à partir de là que va être fait l'or et tous les autres métaux, finalement, l'argent, le platine, le palladium. Et ensuite, à quoi sert l'or à part le stockage, à part être stocké? Alors, il va servir dans de l'industrie aussi. C'est des composants qui vont être utilisés avec de l'or. Ça peut être servi dans l'industrie des bijoux, très connue. Donc, encore une fois, c'est une forme de richesse. On peut avoir des sculptures en or, on peut avoir beaucoup de choses qui s'apparentent à ce qui est de la bijouterie, de la richesse. Je pense que dans beaucoup de pays, sans faire trop cliché, ça va vraiment être un autre état d'esprit. Typiquement, actuellement, j'ai des clients indiens d'origine indienne ou qui habitent en Inde qui achètent de l'or parce que c'est culturel. Il y a beaucoup de clients des pays arabes qui achètent de l'or. C'est un actif, notamment en Égypte, typiquement. On se souvient au temps des pharaons, c'est vraiment des choses que l'on retrouve très souvent dans toutes les représentations que l'on fait de l'Égypte ancienne. Donc, il y a vraiment plein d'utilisations finalement pour l'or. Et c'est ce qui en fait aussi un actif qui est diversifié. Donc, ça permet vraiment de couvrir plein de domaines. Tu parlais de l'Inde, justement. Je crois qu'il y a une demande vraiment croissante chez les Indiens parce que dans certaines cérémonies, ils ont besoin de beaucoup d'or. Donc, c'est aussi une forme de demande sur l'or qui augmente, qui peut aussi faire varier finalement le prix de l'or. Quels sont d'ailleurs les facteurs qui peuvent vraiment influencer le cours de l'or? Alors, je pense qu'on l'a déjà abordé, mais tous les risques géopolitiques qui vont intervenir, tous les risques financiers, monétaires. Quand on parle de la planche à billets, forcément, initialement, le dollar était adossé sur l'or. Si on commence à créer
de la valeur qui n'est plus adossée sur l'or, l'or peut augmenter en conséquence. Il y a la rareté qui fait que finalement l'or n'est pas, il n'y a pas de l'or indéfini. Il y a une certaine quantité d'or disponible. Donc la rareté fait aussi, puis l'extraction. On ne peut pas extraire tout l'or en une année, par exemple. Donc du coup, il y a une question d'offre et de demande aussi. Après, il y a tous les risques monétaires, tous les risques finalement, ce qu'on a vécu ces dernières années. On a eu les crises financières, on a eu le Covid, où il y a une forte augmentation. Alors, il y a une forte baisse, puis une forte augmentation de l'or. On a eu le silver squeeze, ce genre de choses. Je ne sais pas si les personnes connaissent un peu, mais le but, c'était de faire augmenter l'argent d'un coup, que tout le monde achète, que tout augmente très fort. Il y a récemment la guerre en Ukraine. Donc, tous ces conflits, le conflit au niveau Israël-Palestine, qui fait aussi, qui crée de l'insécurité finalement. Les tarifs douaniers, très récemment. Pour rester vraiment là, on reste dans l'actualité, mais on voit que c'est sur une grande période de temps. À chaque fois qu'il y a un événement, l'or finalement continue de jouer son rôle de valeur refuge et de protection contre l'inflation, contre ces risques-là. Et alors justement, on a parlé des cryptos un petit peu tout à l'heure. Quel est ton avis quand on fait notamment le parallèle entre l'or et le Bitcoin et aussi parfois le Bitcoin qui est appelé l'or numérique? Ouais. L'or numérique, parce que des personnes l'utilisent aussi en valeur refuge finalement. Hein, ils se disent tout va mal dans l'économie, mais le Bitcoin monte, qu'est-ce qu'on fait? On en achète. Donc typiquement, on pourrait très bien se dire que, un peu dans le même état d'esprit, de se dire voilà, il y a la rareté qui rentre en ligne de compte, on sait que le Bitcoin, c'est pas infini non plus. Donc du coup, on pourrait se dire on prend du Bitcoin comme on achète de l'or à très long terme. Typiquement, on en achetait même quand c'était à 1000 ou 10 000, tout le monde disait c'est trop cher. Mais des personnes investissaient en se disant moi je vendrai quand ça atteint 100 000. Puis les gens disaient mais ça atteindra jamais 100 000. Puis d'un coup ça atteint 100 000 et puis là les gens ont vendu, il y en a beaucoup qui se sont fait beaucoup d'argent. Dans l'or c'est un peu pareil finalement. Tous les jours on me dit l'or est trop cher. Et donc au final l'or continue d'augmenter. Donc si tu as un objectif long terme, tu vas te dire je fixe mon objectif, j'achète de l'or, du Bitcoin et finalement ça fonctionne un peu de la même manière. Après, le Bitcoin reste beaucoup plus volatile. Ça peut descendre beaucoup plus fort que l'or et remonter fort même aussi. En 2022, on a vu que ce n'était pas tant que ça une valeur refuge. Et c'était très corrélé finalement aux valeurs de la tech qui était en train de se casser la figure. Et le Bitcoin a été plutôt corrélé à ça finalement que à l'or ou qu'à une vraie valeur refuge. Ouais, c'est ça. Et c'était assez marrant parce que, initialement, on voyait un peu, quand on comparait les courbes, souvent quand le Bitcoin descendait, l'or montait et inversement. Puis d'un coup, il y a eu, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était au début du conflit ukrainien, les deux ont monté parallèlement, de la même manière. Et là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et du coup, tu vois, ça veut quand même dire que, tu as un actif qui est l'or, qui monte globalement sur une longue période de temps, avec pas trop de fluctuations, même si ces dernières semaines, il y en a eu pas mal, mais ça reste quand même mesuré. On parle de 2% sur une journée, et tout d'un coup, c'est énorme. Tandis que le Bitcoin peut perdre énormément de pourcents sur une journée, en 24 heures. Et du coup, là, tu as des pertes ou des gains qui sont beaucoup plus importants. Donc, je pense que ces deux actifs à pas forcément mettre en concurrence. Ce sont deux actifs qui se complètent. Moi, typiquement, j'ai des clients qui ont fait des gains en Bitcoin qui viennent les investir dans l'or. Donc, c'est là où ça devient intéressant. D'autres clients, beaucoup moins, mais qui vendent de l'or quand ils pensent que le Bitcoin va monter fort. Et une fois qu'ils ont fait leur gain en Bitcoin, ils reviennent dans l'or. Donc tu vois, ça peut être deux actifs qui peuvent fonctionner en parallèle et se compléter. Ok, ouais. Après, évidemment, le Bitcoin n'a pas la même histoire pour l'instant, pas le même historique. Est-ce que ça te va maintenant si on passe à une catégorie de questions un peu plus... donc questions-réponses rapides. Vas-y. Et puis ensuite, on pourra revenir sur certaines de tes réponses si besoin. Alors, si tu devais choisir entre pièce ou lingot? C'est toujours les questions difficiles parce que tu peux dire les deux. Ça dépend comme je disais avant, ça dépend vraiment des personnes, mais je vais répondre moi personnellement, lingot. Lingot, ok. Or ou argent? Or. Or ou Bitcoin? Or pour la sécurité, Bitcoin pour la volatilité. Stocker chez soi ou en coffre professionnel? En coffre, je ne prendrai jamais le risque de stocker chez moi. Le plus gros pays producteur d'or? Producteur, je dirais la Chine.
La pièce d'or la plus chère au monde. Alors, c'est la Double Eagle de 1933 qui s'est vendue à 19 millions en Ok. 2021. Alors qu'elle fait quelques grammes du coup. Bah, elle fait pas 19 millions, clairement. C'est sûr. Le mythe que tu aimerais casser sur l'or. Ce n'est pas pour les vieux. Ce n'est pas pour les personnes âgées. C'est vraiment un actif qui est ouvert à tous. L'achat d'or le plus surprenant dont tu as entendu parler ou vu. Alors, c'est un client qui a acheté de l'or pour payer la dot. Donc, pour Ok. le mariage. Pour un mariage. Il a acheté de l'or pour payer la dot, mais du coup, c'était un placement qu'il voulait faire pour avoir assez d'argent pour payer la dot plus tard. Non, il payait la dot en or. Ah ok, il payait la dot Ouais. en or. Mais au final, c'est un placement. C'est un investissement. Ok. Le conseil que tout le monde donne sur l'or, mais avec lequel tu n'es pas d'accord. Attendre un prix spécifique, c'est la mauvaise idée à avoir. Ta meilleure décision financière. De diversifier mes actifs. Ta pire décision financière. De faire un FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est vraiment de sauter sur un actif qui monte d'un coup et de se faire avoir parce qu'on achète tout en haut. Ah, je vois. Maintenant, on a reçu quelques questions de la communauté. On a demandé sur Instagram aux gens à nous poser toutes les questions sur l'or. Donc, on a eu quelques questions qui sont revenues. Est-ce que l'on peut transmettre de l'or à ses enfants ? Oui, bien sûr, même très facilement. C'est un actif qui se transmet, donc on peut transmettre. Après, il faut faire des déclarations qui vont bien avec les différents pays, mais on peut effectivement transmettre de l'or facilement en héritage. Oui. Voilà, évidemment, après, en fonction du pays, il y aura des droits de succession. Exact. Alors, il y a une question aussi qui est beaucoup revenue, c'est la question du timing. Comment savoir si c'est le bon moment d'acheter de l'or ? Eh ben, je pense qu'à partir du moment où on veut en acheter, c'est le bon moment. Dans le sens où, à quoi ça sert d'attendre un prix ? Le risque de rater est tellement grand. J'ai tellement de clients qui ont raté des hausses parce qu'ils attendaient un prix particulier à quelques euros ou dollars près. Et finalement, pour des fois 8 $, ils ont raté une hausse et jamais acheté. Donc l'or, vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir actuellement. C'est un peu le conseil que j'ai, c'est de vraiment pas attendre un prix. C'est au pire des cas, on peut toujours faire un investissement de ce qu'on appelle un DCA, Dollar Cost Averaging. Donc c'est vraiment d'acheter maintenant une partie pour avoir de l'or. Si ça rebaisse, d'avoir toujours de l'argent disponible pour acheter. Si on voit que ça monte fort, on peut toujours rentrer dedans petit à petit et on lisse notre prix d'entrée. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Au moins, on ne prend pas de risque. C'est comme la plus grande partie des investissements, c'est le timing. En tout cas, tous les investissements cotés, par exemple, la bourse, les gens qui m'écoutent souvent le savent, il ne faut pas chercher à faire du timing. Tu as beaucoup plus de probabilités, en tout cas ça c'est vrai en bourse, de rater une hausse que d'attendre un bon moment. Et finalement, ce qui arrive souvent, effectivement, c'est ce que tu décris, hein, c'est j'attends. Le jour où ça baisse, c'est toujours plus cher que si j'avais investi dès le début où je voulais investir. Et le pire dans l'histoire, c'est que les gens qui attendent, même si ça baisse en dessous et que ça arrive à un prix, ils se disent non, mais je vais encore attendre un peu. Puis le lendemain, ça remonte et puis ils se disent ah zut, j'ai raté le truc. Il y a une question aussi qui est revenue, c'est comment être sûr qu'on achète de l'or de qualité ? Eh bien justement, il faut aller dans des acteurs reconnus avec de l'or certifié pour éviter ça. J'ai vu des clients acheter de l'or sur eBay, pas le recevoir, avoir des lingots qui ne contenaient pas que de l'or. Je ne dis pas que c'est une mauvaise plateforme, au contraire, on peut trouver des choses intéressantes dessus, mais par contre, il faut vraiment faire attention où on achète, à qui, et toujours aller dans des boutiques reconnues, certifiées. Initialement, quand il y a des groupes derrière, c'est toujours mieux parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on est dans la même enseigne de... Si on achète chez le raffineur, c'est quand même toujours mieux. C'est un peu comme quand on achète chez le producteur, quoi. C'est que ce soit des fruits et des légumes ou n'importe quoi. Souvent, on a une meilleure valeur et une assurance d'avoir un produit de meilleure qualité, en général. Autre question, quelle part d'or allouer dans son patrimoine ? Alors, en général, on parle de 10%. Moi, je vois entre 5 et 30% parfois de patrimoine investi. Donc, ça dépend encore une fois du type d'investissement qu'on veut faire, de la diversification qu'on veut avoir. Ça dépend parfois de l'âge qu'on a, parce que comme l'or est un actif à long terme, une personne de 70 ans ne va peut-être pas mettre une très très grosse partie de son patrimoine en or, sauf s'il veut, encore une fois, le mettre en héritage pour sa famille et ses enfants et petits-enfants. Donc, en général, on parle de 10%, mais ça peut monter facilement jusque 30%.
Je te rejoins complètement. Ça doit rester quand même un actif de diversification alloué dans une petite poche de son patrimoine. Ça doit pas représenter l'entièreté d'un patrimoine, évidemment. Nous, la référence qu'on donne en général, c'est plutôt entre 5 et 10%. Mm. Donc, ça rejoint tes 10%. Très bien. Écoute, c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Est-ce que tu as... Alors, juste avant qu'on vienne sur ton secret peut-être et ton meilleur conseil que tu aurais à donner, la question qu'on aime bien poser aussi, c'est est-ce que toi-même, tu investis dans de l'or, ce qu'on appelle skin in the game finalement? Est-ce que tu crois vraiment et est-ce que tu, du coup, même donc du coup, une partie de ton patrimoine investit dans l'or? Bien sûr, oui. Alors, je pense que le fait d'être chez Gold Avenue m'a ouvert à ce monde-là. Et je pense que je ne pourrais pas conseiller les clients aussi bien que j'estime le faire et par rapport au retour que j'ai si je n'investissais pas moi-même dans l'or et si je n'y croyais pas. Donc, le fait d'investir dans l'or, pour moi, me permet d'assurer, dans mon esprit en tout cas, une partie de ma retraite. Et je le fais aussi pour les générations futures. Donc, pour mon fils et peut-être mes futurs enfants par la suite. Donc, oui, j'investis dans l'or et pas une petite partie de mon patrimoine. Pour le coup, je suis plus près des 30% que des 10%. Ok. Alors que tu as aussi ton patrimoine finalement, enfin ton capital, on va dire professionnel, c'est-à-dire ton travail, Ouais. qui est assujetti ou en tout cas qui est lié à l'économie et le marché de l'or. Finalement, tu es pas mal exposé à l'or. Ouais, je suis pas mal exposé à l'or. Et en fait, ma stratégie, c'est d'acheter le plus souvent possible des petites quantités. Je n'ai pas les moyens de mettre des 10 000, 50 000, 100 000 dans de l'or. Mais par contre, je vais essayer tous les mois de mettre entre 300 et 500. Alors au début, c'était 300. Vu l'augmentation de l'or, on est plus sur du 500 par produit. Mais je vais toujours acheter le même produit ou des produits similaires. Selon, des fois, il y a des offres sur le site, donc ça permet d'avoir des meilleurs prix. Mais on essaie toujours de conserver le même type de produit pour vraiment avoir une construction sur le temps et finalement lisser mon prix d'entrée. Donc je ne fais pas forcément tous les mois, ça dépend vraiment de mes besoins, de ce que j'ai à dispo, mais j'essaye vraiment d'investir régulièrement dans l'or. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un secret d'investisseur? En tout cas, quel est pour toi le meilleur conseil à donner pour quelqu'un qui veut commencer à investir dans de l'or? Alors, toujours investir dans ce qu'on comprend. Donc pour moi, le meilleur conseil à donner pour investir dans de l'or, c'est comprendre le produit, parler à des professionnels, se renseigner et être conscient de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ce que je disais avant, si on part sur l'ami qui dit oui, investis là-dedans, c'est un bon plan, n'hésite pas, fais-moi confiance, on peut faire confiance à un ami, pas de problème. Mais par contre, il vaut mieux quand même se renseigner d'abord sur les choses à faire et sur les endroits dans lesquels investir. Donc moi, j'investis dans plein de différents domaines. Hein. Je fais de la crypto aussi, des actions, on peut faire de l'immobilier, ce genre de choses. Mais le but, c'est vraiment de comprendre dans chaque domaine ce qu'on fait pour pas faire d'erreur. C'est vrai que je te rejoins sur attention aux conseils des amis. Des fois, il faut se méfier aussi à l'inverse. On a tous un oncle ou un ami qui a perdu de l'argent sur de l'or, en bourse ou ailleurs, et qui te dit surtout n'investis pas. Bon, c'est quand même très dommage et ça ne reflète pas la réalité des choses. Merci beaucoup, Geoffroy. Eh ben, merci à toi.